Bien, merci beaucoup Julien pour cette intervention très riche, très intéressante. Avant de passer à la discussion avec le public, on voulait te poser quelques questions spécifiquement sur la question du comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre de telles propositions, puisque c'est une des spécificités de ces réunions des Lilas, de réfléchir à ce genre de choses. Notamment, ça peut être intéressant de revenir peut-être sur quelques exemples, je vais le faire très rapidement, de réformes qui ont été proposées dans des pays par exemple d'Amérique latine, mais on a un exemple aussi plus récemment en Grèce. Sur le cas des pays d'Amérique latine, on a le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, l'Uruguay, l'Argentine, donc il y a un véritable mouvement de réforme du secteur des médias dans ces pays. Et la première chose qui frappe quand on voit ces exemples, c'est la violence de la réaction que provoquent ces réformes, et en particulier de la part des premiers concernés, c'est-à-dire de la part des grands groupes de médias privés. Donc on a face à des réformes qui empruntent parfois certains éléments des propositions qui ont été faites par Julien, par exemple la réduction du seuil de concentration, ce qui ne veut pas dire l'expropriation des grands groupes privés, hein, c'est vraiment la réduction de la concentration, la facilitation de la diffusion des médias communautaires, etc. Eh bien, on a en face de ces réformes de véritables campagnes de désinformation et de dénigrement. Alors, on peut dire que le contexte sud-américain est particulier. C'est vrai qu'il y a une concentration très forte, des groupes privés très puissants qui jouent le rôle de force politique. Et d'ailleurs, si on peut illustrer ça par une citation d'Evo Morales, donc le président de la Bolivie, et qui disait « Le premier opposant de mon gouvernement, c'est la grande majorité des médias ». Mais est-ce que c'est si différent vraiment en France? Est-ce que la situation est si différente? Tu citais l'exemple de la loi travail, et récemment, là, cet été, dans le Monde diplomatique, il y a eu un article de Serge Halimi et de Pierre Rimbert qui revenait sur la couverture de la loi travail, et pour eux, la médiatisation de ce mouvement montrait à quel point les médias étaient devenus une force politique à part entière. C'est-à-dire, là on parle des grands médias, et qu'ils agiraient comme une force politique, et notamment, y compris pour bloquer d'éventuelles réformes sur le secteur des médias. Donc voici une première série de questions. Est-ce que pour toi, les grands médias en France agissent comme une force politique? Est-ce que les grands médias ne seraient pas le premier obstacle à une transformation des médias? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'on pourrait y faire face? Et peut-on, par exemple, s'appuyer sur les salariés des médias, comme tu l'as dit, dont une grande partie n'est pas forcément satisfaite de l'état actuel des médias? Comme disait le général de Gaulle, vaste question. Effectivement, que ce soit ce que tu évoques ou ce que moi j'ai pu évoquer, il faut bien évidemment se dire que ces choses-là ne se feront pas dans la douceur, quoi. Voilà, très clairement. C'est-à-dire que on parle de s'attaquer, en réalité, à des formes de monopole et de propriété bien installées et qui sont l'apanage de groupes qui ne sont pas des petits groupes, quoi. Je veux dire, en termes de poids économique, de poids politique, de poids social, je veux dire ce qui existe en termes de chantage à l'emploi par un certain nombre de groupes qui ne sont pas dans les médias pourrait aussi tout à fait exister. Je veux dire, quand Bolloré, c'était les histoires de droits de retransmission du foot, où ils ont essayé de monter une combine avec beIN, parce qu'ils étaient en concurrence, mais bon, ils ont quand même essayé de se mettre d'accord. Par exemple, ce qu'a mis Bolloré dans la balance auprès des pouvoirs publics, c'est de dire, attention, si vous n'autorisez pas notre accord, nous on arrête de financer le cinéma français. Et vous savez ce que Canal pèse dans le financement du cinéma. C'est-à-dire que ces gens ont des moyens de pression, des moyens de réagir, des moyens de peser, et ils n'hésiteront pas à le faire. Donc bien évidemment, il faut se dire, c'est pas des réformes qui vont se faire comme ça. Je parlais d'un rapport de force politique, économique, social à transformer. Voilà, c'est une condition. C'est une condition. Dans le rapport de force actuel en France, et malheureusement on l'a vu encore avec la mobilisation sur la loi travail, c'est très difficile déjà de résister
à une forme de rouleau compresseur néolibéral, libéral, on l'appelle comme on veut. Alors inverser l'ordre des choses, voilà, ça se passera pas dans les médias plus facilement que ça pourrait se passer quand on dit qu'il faut nationaliser les banques. Voilà, mais ça ne doit pas empêcher que ce soit un objectif. Si ça a été possible en Amérique latine, c'est que voilà, les rapports de force avaient été largement bouleversés et qu'il y avait, y compris, bon après les rapports sont pas les mêmes là-bas entre les groupes privés propriétaires des médias et les élites dirigeantes quoi, qu'en France pour le coup. Mais il y avait la possibilité pour les gouvernements que tu as cités de dire eh ben, on y va, voilà, on y va, parce qu'on a un soutien populaire suffisamment fort pour pouvoir tenir face à éventuellement la contre-offensive qui va se développer et qui a pu aller très loin quand même. Parce que par exemple au Venezuela en 2002, on parle quand même d'un coup d'État qui a été organisé contre Chavez et qui pour beaucoup d'analystes est un coup d'État en grande partie organisé par et pour les grands médias, mais surtout leurs propriétaires, qui voyaient qu'ils avaient beaucoup à perdre économiquement à la poursuite des réformes qui avaient, quoi qu'on en pense par ailleurs, qui avaient été engagées par Chavez. Voilà, donc évidemment il y aura des résistances, et toutes ces choses dont on parle, ça se fera pas sans confrontation, très clairement. Voilà, comme tout programme de transformation sociale un peu radical, ça ne se fera pas sur la base d'un compromis historique. Voilà, tu disais pas d'expropriation. Bah, au bout d'un moment, limiter les seuils de concentration en France, ça veut dire exproprier des gens, hein. Clairement, exproprier dans le sens se saisir, que la puissance publique se saisisse de ce qu'ils considèrent être leur propriété. Bah non, terminé, c'est pas à vous. Ça a existé en France au début des années 80, je veux dire, des expropriations. C'était les nationalisations du gouvernement Mitterrand. Ça s'est pas fait toujours avec l'accord de ceux qui étaient propriétaires des trucs en question. Donc voilà, mais c'est à ce type de choses, effectivement, qu'il faut s'attendre, et c'est à ce type de rapport de force qu'il faut s'attendre, avec cette chose spécifique, et je viens sur le truc d'Halimi et Rimbert, qui est que les médias et les propriétaires de médias ont... C'est pas pareil d'être propriétaire de Renault et d'être propriétaire d'un grand média. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être propriétaire d'un grand média, c'est aussi une arme idéologique. C'est-à-dire c'est la possibilité de peser dans le débat public, voire même d'organiser le débat public ou de contribuer à l'organiser. Alors une force politique à part entière, moi je ne sais pas si je ferai mienne la formule d'Halimi et Rimbert, mais par contre qu'il y ait comment dire, une puissance politique et une autonomie du champ médiatique qui est capable d'aller sur le terrain politique pour défendre ses propres intérêts, pour défendre, etc. Bien sûr, voilà, et il ne faut pas sous-estimer ça. Mais je pense, et c'est peut-être une petite différence avec l'Amérique latine, c'est ce qui avait été évoqué dans l'introduction, c'est qu'en France, en l'état actuel des choses, le champ médiatique n'a pas besoin finalement de se constituer en champ totalement autonome ou indépendant du champ politique, parce que globalement, c'est des gens qui partagent un projet de société commun, quoi. En tout cas, les directions du champ médiatique, que ce soit les directeurs, les chefs des rédactions, propriétaires, etc. Effectivement, ils ont formé ils ont fait les mêmes écoles, ils vont au même teuf, ils se marient entre eux, enfin, etc. Ils vivent dans le même monde. Donc ils ont aussi une vision du monde, un habitus assez commun. Mais c'est ce qui est sûr, et c'est notamment vrai à l'heure d'Internet, comme on dit, ça ne veut rien dire, mais disons-le quand même, et on l'a vu sur la couverture médiatique du mouvement contre la loi travail, qu'il y a une puissance de feu des grands médias qui est, dont il faut se rendre compte, quoi. C'est pas une toute puissance. Et je voudrais juste finir en disant ça. C'est pas une toute puissance non plus. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir battu, faut pas se dire c'est foutu, ils sont trop forts, ils sont trop grands, etc. Souvenez-vous de 2005, le référendum en France sur le TCE, le traité constitutionnel, il y a eu une campagne rouleau compresseur pour le oui, à l'arrivée ça n'a pas fonctionné. Et il y a un certain nombre d'exemples un peu récents qui montrent que c'est pas parce qu'il y a homogénéité dans les grands
médias sur une série de questions, que les gens gobent ça et disent bah oui, c'est comme ça que ça va se passer, quoi. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent aussi en vase clos, et qu'à par moment, ils ne se rendent pas compte à quel point le côté qui se veut homogénéisateur des grands médias provoque un rejet, quoi. Et c'est-à-dire finalement de se dire si eux le disent, c'est qu'il ne faut pas le faire, quoi. Donc à un moment donné, il y a un piège qui se referme aussi sur eux, et ça fait partie des failles sur lesquelles je pense on peut s'appuyer avec, dernier élément très vite, bien évidemment les salariés des médias. Et ça, pour le coup, je pense que l'exemple de la grève d'ITélé est la démonstration qu'il ne faut pas sous-estimer, loin de là, les capacités de mobilisation, de résistance, de mise en mouvement des salariés des médias eux-mêmes, des journalistes eux-mêmes. Il ne faut pas penser que parce que dans tel média, il y a tel crevard d'éditorialistes de droite, que ça veut dire que tous y sont pareils, et que jamais ils ne résisteront parce qu'ils sont tous vendus au capital. Les choses sont beaucoup plus compliquées. Les journalistes et les salariés des médias sont des salariés comme les autres, et à un moment donné, on ne peut pas envisager de transformer l'entreprise ou de transformer le groupe dans lequel ils sont sans s'appuyer sur cette première réserve, entre guillemets, qui sont les salariés eux-mêmes, qui, comme tout salarié, au bout d'un moment, aspirent à travailler dans de bonnes conditions. Et vu ce qui est en train de leur arriver et ce qu'on leur prépare, ça va être un point d'appui dans les années à venir. Sur la question des seuils de concentration, il y a un exemple récent aussi, qui est celui de l'Argentine, qui a fait une loi récemment de réforme des médias, et notamment le grand groupe qui s'appelle Clarín, des suites de cette réforme, a été divisé en 6 entités. Donc on voit que c'est pas des choses qui sont impossibles, impensables. Tu citais l'exemple de la France, c'est des choses qui se font par ailleurs, qui sont possibles. Tu citais aussi l'exemple de RCTV qui avait participé au coup d'État, voire qui était presque parmi les instigateurs du coup d'État contre Chavez. Et une des réactions qu'il y avait eu au moment où le gouvernement, en tout cas vénézuélien, avait décidé de ne pas renouveler la concession de la RCTV, vous en souvenez peut-être, en tout cas dans les médias français, déjà c'était cette ritournelle que tu as évoquée sur le fait qu'on s'attaquait à la liberté des médias, puisqu'on s'attaquait à la liberté des groupes de médias, et en l'occurrence des propriétaires des médias. Donc si on se situe un peu dans un scénario de politique fiction où on envisagerait en France une grande réforme des médias qui pourrait suivre un certain nombre de propositions qui ont été déjà énoncées par Julien, on peut se demander qu'est-ce qui pourrait permettre de faire face à ces procès d'intention de mise en danger de la liberté de la presse, de mise sous tutelle par le pouvoir politique à travers ce type de réforme de l'ensemble du secteur des médias. Et alors, une des propositions que j'avais entendues de la part de Rimbert, en l'occurrence, qui présentait ces propositions, c'était le fait que face à la légitimité médiatique, il fallait donc qu'il y ait un gouvernement qui propose ce type de réforme ait une vraie légitimité et un vrai soutien de la population, y compris par rapport à la question de la réforme des médias. C'est-à-dire qu'il faut que cette réforme des médias soit un élément saillant du programme sur lequel doit être élu cette force politique, ce gouvernement. Et je voulais peut-être avoir un commentaire de ta part là-dessus. Et enfin, pour terminer, la question des obstacles institutionnels. Et là, je pense à un certain nombre de dispositions européennes qui ont organisé la libéralisation du secteur des télécoms, par exemple. On peut penser à des accords d'investissement, de commerce et d'investissement. La question aussi des contraintes budgétaires qui sont institutionnalisées au niveau européen et qui peuvent empêcher la mise en place d'un véritable service public de la culture et de l'information, notamment par rapport vis-à-vis en interdisant certaines subventions, etc. Donc voilà la série de questions. Je suis désolé, c'est un peu... tu as beaucoup de choses sur ton assiette. Oui, mais de toute façon, c'est une question qui est riche, quoi. Et je sais de quoi je parle, toi aussi, vaguement lié à Acrimed, quoi. On s'ennuie jamais quand on s'occupe de ça.
Alors, en deux temps. En deux temps. Sur la question du procès en illégitimité, etc., je suis tout à fait d'accord avec ce que tu rapportes de Rimbert, et c'est ce que je disais par rapport au gouvernement d'Amérique latine, c'est qu'on parle de réforme et de prise de décision. Alors il ne s'agit pas de dire c'est le truc le plus important du monde, les médias, mais c'est qu'on parle de quelque chose qui est un sujet particulièrement sensible et qui a des enjeux particulièrement énormes en termes idéologiques, économiques, politiques, etc. Et que si c'est pas quelque chose qui peut se faire par la bande, ah tiens en fait je vous avais pas dit, je vais nationaliser TF1 quoi, tu vois, ça marchera pas, y compris la renationalisation de TF1 est une question qui devrait se poser. Voilà, et que nous on continue de poser dans nos propositions. Il n'y a rien qui justifie que cette chaîne de télévision qui auparavant, qui a été concédée au privé, qui est aujourd'hui la chaîne de télévision qui entre autres a le JT le plus regardé d'Europe, il est hors de question. Enfin, il n'y a pas de raison de ne pas poser la question du non-renouvellement de la concession attribuée à Bouygues, entre autres en le prenant à son propre jeu, mais je vais venir sur la question de l'illégitimité et de la légitimité, qui est que Bouygues, quand il a racheté TF1, il a pris un certain nombre d'engagements en termes de contenu, et que si on fait le bilan des engagements par rapport au contenu, le type il est complètement en dehors du cadre. Voilà, c'était pas du tout pour ça qu'il y avait eu la concession de TF1 accordée à Bouygues. Et je sais que quand on parle de ça, waouh, en général les gens ils ouvrent grand les yeux quoi, nationaliser TF1. Ben oui, mais en fait c'est de ce genre de choses dont on parle, pas pour le plaisir d'exproprier un grand patron, mais parce qu'on considère que l'existence d'un tel groupe alors, les choses ont un peu changé avec les chaînes d'infos, avec Internet, avec tous ces trucs-là. Mais en réalité, TF1, pendant tellement longtemps, a donné le là, quoi, en termes de contenu, en termes d'heures, en termes de quoi on parle, etc., etc. Il fallait s'adapter à TF1. Si on pense que l'information et la culture, ça doit être un service public, et c'est pas un groupe privé qui donne le là. Voilà, tout simplement. De même que ça peut être valable dans plein d'autres secteurs, et dans celui-là, c'est pareil. Du coup, mais oui, ça nécessite d'avoir un programme clair, ça nécessite d'avoir un appui, et ça nécessite d'aller sur un terrain, mais qui est aussi d'assécher. C'est là que je voulais venir sur le procès en illégitimité. Tu as évoqué les aides à la presse, mais c'est vrai que c'est un scandale. Enfin, c'est un scandale. C'est un scandale politique. C'est un scandale politique. Vous savez qu'est-ce que c'est les deux journaux qui touchent le plus d'aide à la presse? Le Monde et Le Figaro. Voilà, Le Monde et Le Figaro. C'est-à-dire Niel, Berger, Pigasse d'un côté et Dassault de l'autre. C'est ceux qui touchent le plus d'argent, 20 millions par an en moyenne, ces dernières années, d'aide publique pour leurs journaux. Voilà, on parle de groupes qui font des centaines de millions, voire des milliards, et qui gèrent des actifs financiers absolument énormes. Et à côté de ça, effectivement, le Ticlo touche à peu près que dalle, et toute une série de médias, etc., touche rien. Oui, c'est un scandale. C'est un scandale, et de même que peut se poser la question pour d'autres types d'entreprises qui reçoivent des subventions publiques, de dire mais il n'y a pas de raison qu'elles touchent des subventions publiques, ces entreprises-là, enfin voilà, surtout si c'est pour avoir les pratiques qu'elles ont. En plus, au niveau des médias dont on parle, et sur les secteurs c'est particulièrement marqué, mais effectivement, des médias qui passent leur temps à faire le procès de l'assistanat, le procès de il y a trop de dépenses publiques, il y a trop d'aides, il y a trop de niches fiscales, etc. Écoutez, soyez conséquents avec ce que vous dites, quoi, et arrêtez de continuer, vous, à accepter ces subventions qui sont de l'assistanat. Voilà. Et pour le faire concrètement de manière législative, au bout d'un moment, c'est de conditionner les aides. Voilà, les conditionner à l'existence de chartes éthiques dans les rédactions, les conditionner à l'existence de rédactions avec un statut juridique et droit de veto. Sinon, tu n'as pas d'aide à la presse. Tu peux continuer si tu veux de faire ton truc, mais tu n'auras pas d'aide publique. Voilà, les conditionner au respect d'un certain pluralisme, les conditionner au respect de bonnes pratiques en termes de conditions de travail. Voilà, sinon tu n'as pas d'aide. Fais ton truc si tu veux dans ton coin, fais ton canard, mais c'est ce que disait, si je ne me trompe pas, Engels, voilà, à propos de la nationalisation des écoles et tout ça.
Si les curés ils veulent continuer d'avoir les écoles, mais qu'ils les aient, c'est pas le problème, on va pas leur interdire de les avoir, mais c'est pas nous qui allons les subventionner quand même. Voilà, donc je pense qu'il y a sur ce procès en illégitimité une réponse qui est une réponse politique, qui s'appuie sur un vrai soutien populaire. Et je sais pas si j'ai oublié un bout de... La question des dispositions européennes. Ah, les dispositions, oui, c'était la deuxième partie. Là, comment dire, en plus t'es vraiment perfide, quoi, parce que tu sais très bien qu'un Crémed, c'est un petit peu compliqué par rapport à ces questions-là. Donc on va dire que je vais enlever ma casquette à Crémed et faire un commentaire plus personnel. Mais il est évident que toute une série de ces réformes et de ces modifications législatives qu'on propose passe par une rupture avec les traités européens. Voilà, bon, il faut se le dire clairement. C'est-à-dire qu'un service public de l'information et de la culture tel que nous on l'envisage et tel que je vous l'ai dit très rapidement, je vous invite à aller voir sur le site, il y a des articles qui détaillent un peu chacune de ces propositions, on va se faire accuser de fausser la concurrence libre et non faussée, quoi. Voilà. De même que exiger des chartes déontologiques, conditionner les aides à la presse, tout ça, on va se faire accuser de je ne sais quoi. Donc bien évidemment que ces choses-là, ce que je disais à la toute fin de mon introduction, ça pose la question des médias, elle pose la question d'une transformation plus globale de l'organisation, y compris institutionnelle, du monde. Parce que tant qu'on y est, t'aurais pu me poser la question sur la 5e République, quoi, mais c'est pareil. Voilà, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas possible dans un certain nombre de cadres contraignants qui n'ont pas été faits pour empêcher la réforme du secteur des médias, mais qui l'ont jamais laissé de côté, quoi. C'est-à-dire, ils sont pas fous, et quand dans un pays comme la Grèce, quand les choses commencent à chauffer, voilà, on ferme l'audiovisuel public, c'est pas pour rien. Voilà, on sait que ça peut avoir un poids, ces choses-là, notamment quand on a des salariés qui sont un peu remontés contre ce qui est en train de se passer, quoi. Ok. Eh ben merci beaucoup, Julien.